Salut à vous tous. Vous avez eu une matinée studieuse. J'ai regardé le programme. C'était dense. Merci à tous d'être là. Alors c'est une table ronde ou un keynote un peu particulier, puisque là on est avec des gens dont le métier, c'est pas nécessairement le business digital. Le métier, c'est des écrivains, c'est des artistes, des animateurs de télé, c'est un impresario, un manager, un ancien producteur. On est là pour leur demander quelle est l'utilisation qu'ils font de Twitter. Ces personnalités qui souvent ont accès aux médias, personnalités dont parfois la presse, la télé, la radio sont le métier, et qui estiment nécessaire ou qui éprouvent le besoin ou le plaisir ou l'envie de continuer le show sur Twitter. Alors je vais vous les présenter si vous ne les connaissez pas déjà ou si vous n'avez pas regardé le programme. Celui qui va arriver, qui est en retard et dont c'est une semaine importante pour lui parce qu'il a un programme qui commence samedi et qui est un des programmes phares de TF1, c'est Nikos Aliagas. Nikos Aliagas qui a trouvé sur Twitter un moyen de montrer ses photos, d'interagir avec le public de ses émissions et d'être un des plus gros ambassadeurs digitaux de la Grèce, paradoxalement. Donc un autre Nikos Aliagas, c'est possible sur Twitter. Il vous racontera ça quand il sera arrivé, et il va arriver. Avec nous également Frédéric Bell, que vous connaissez évidemment pour la mythologique légendaire Minute Blonde, comédienne, qui a une utilisation de Twitter tout à fait régulière, tout à fait insolite, puisque je crois que c'est la seule de toute l'Assemblée à s'être fait interdite de Twitter. En 6 heures. Voilà, en 6 heures. Et quelques jours, vous pouvez l'applaudir, et voilà, quelques jours après s'y être inscrite pour y avoir posté une photo de son bulletin de vote sur son bas-ventre, si j'ai bonne mémoire. Voilà. La photo a disparu, un peu comme sur Snapchat, mais si vous êtes gentil, peut-être elle la repostera un jour. À ma droite, Karine Thuil, qui est écrivain, dont le dernier ouvrage paru chez Grasset, c'est bien ça, s'appelle « L'invention de nos vies ». Alors, je ne l'ai pas lu, mais « L'invention de nos vies », c'est un titre qui pourrait être le titre d'un essai sur ce que nous faisons sur les réseaux sociaux pour certains, c'est-à-dire inventer nos vies. Alors même si ce n'est pas le sujet de son roman, elle en parle un petit peu dans son livre. Et on a invité aussi Karine Thuil avec les organisateurs parce qu'elle a une pratique de Twitter intéressante et qu'elle n'a pas peur de dire que Twitter a mordu sur son temps de lecture et que quand elle écrit, elle se tient à distance de son mobile et du réseau social. Elle nous dira pourquoi. Elle nous dira aussi pourquoi elle utilise Twitter et pourquoi professionnellement ça peut être intéressant. Parce qu'évidemment aujourd'hui on parle de B2B et chacun des professionnels qui sont là aujourd'hui vous parleront de leur pratique professionnelle de Twitter, même s'ils y prennent plaisir. Stéphane Connefroy, à mon extrême droite, c'est quelqu'un qui est dans le métier des médias et du show depuis de longues années. Il a été producteur du Vrai Journal de Karl Zéro, il a travaillé avec des musiciens, il a été ce qu'on appelait, avant-guerre on disait impresario, après-guerre on a commencé à dire manager, peut-être qu'un jour il sera community manager, j'en sais rien. Ce qui est intéressant dans sa pratique, c'est qu'il est toujours lui en arrière, il ne cherche pas trop à se montrer. Il avait d'ailleurs beaucoup de scrupules à venir vous parler de son expérience ici, ce n'est pas son truc. Il a plutôt accompagné des artistes ou des personnalités comme Antoine Decaune dans leur premier pas sur le réseau social, et il vous dira ce qu'il en pense lui en tant qu'intermédiaire, parce qu'évidemment dans les métiers qui consistent à accompagner les artistes, à les produire, il y a le métier de ceux qui gèrent leur image, même si ce n'est pas le métier de Stéphane. Et la gestion de l'image aujourd'hui, elle peut être désintermédiée. Désintermédiée, c'est-à-dire qu'entre l'artiste ou la personnalité et le public qui les suit, il peut ne plus y avoir personne du tout, c'est-à-dire l'artiste qui gère lui-même son image. Et Jacques nous donnera son point de vue là-dessus, puisque lui, ça ne le gêne pas, visiblement, et il estime que si les artistes prennent en main leur image, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est tout aussi bien. Alors, je vais commencer avec vous, Frédéric Bell. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes allé sur Twitter, si c'était par intérêt professionnel, et vous nous direz ensuite quelle
quelles ont été les grandes étapes de la façon dont vous avez apprivoisé ce média? Alors, j'ai découvert Twitter un peu par hasard parce que j'avais fait une blague avec des copines. Voilà, j'avais mis mon bulletin de François Hollande voilà, bien placé. J'avais fait une jolie petite photo un peu érotico-rigolote parce que je trouvais que cette élection était un petit peu terne. Si personne ne le fait, bah, je vais le faire, je vais me sacrifier. Et puis bon, je l'avais mis sur Facebook. On m'a dit, mais mets-le sur Twitter. Je connaissais pas trop. Et donc, j'ai mis mon tweet. Et bon, ben, voilà, je me suis fait virer de Twitter en 6 heures. Donc, j'ai écrit en anglais, I'm a French actress, you know, and I need my name to ben, voilà, je leur expliquer que je devais y retourner. Donc, ils m'ont laissé revenir, mais bon, bien plus tard. Ils m'ont laissé revenir. Et voilà, avec des conditions et tout ça. Bon, voilà. Donc, j'ai compris que c'était quand même un endroit à la fois libre et à la fois pas tout à fait dans les mêmes codes. Bon, j'ai compris que c'était surtout américain, finalement, avec des codes américains. Voilà. Et puis, du coup, ça fait 1 an et demi que je suis sur Twitter. Et ça permet déjà de faire la promotion de mes films. Ça permet aussi de faire quelques petites vannes, de petites choses voilà, un peu personnelles, un peu rigolotes. Et puis, étonnamment, j'ai découvert que ça pouvait aussi être un moyen de communiquer par exemple, avec des marques. Notamment, je m'occupe un petit peu de poker et je fais des lancements de tournois en ligne. Voilà. Et du coup, ça peut être aussi un moyen de gagner de l'argent en faisant des partenariats avec des marques. Ça veut dire que, moi je ne l'ai jamais encore entendu de la part d'une personnalité et je suis assez ravi de l'entendre ici parce que c'est vraiment le lieu où en parler, c'est que Frédéric Bell, vous avez des tweets sponsorisés. Voilà, ils ne sont pas sponsorisés à moitié, des tweets, même voilà. si je vous ai promis de ne pas dire le tarif de vos tweets, mais voilà. ça ferait rêver des gens qui ont d'ailleurs plus de followers que vous sur Twitter, voilà, mais le fait que vous tweetiez sur une marque comme Orange ou sur le poker en ligne, voilà, ça vous rapporte des sous. Sur le PMU, voilà, tout à fait. Ça me permet aussi de pouvoir de pouvoir générer aussi et mon image et générer de l'argent avec mon image sur des sujets qui m'intéressent. Voilà, et puis aussi sur des associations caritatives parce que je représente la MFE, les enfants malades du foie. Donc voilà. Et donc là, vous faites payer les enfants pour non, là, je vends des tableaux à Drouot, ouais. Donc ça me permet de. Là, vous êtes commissaire-priseur. Je suis commissaire-priseur une fois par an, voilà. Je fais voilà. Donc là, c'est une bonne œuvre pour le coup. Voilà, ça me permet de me faire retweeter par Marie-Claire, par exemple, certains journalistes que je harcèle comme vous. Ouais. Voilà, ça me permet aussi de pouvoir communiquer sur diverses choses. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans je suis un peu indiscret, je ne vous demanderai pas le montant de ces tweets, même si je pense que c'est assez lucratif, mais simplement, qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? Quand on passe un contrat avec une marque et que la marque attend de vous que vous fassiez des tweets sur son activité, son actualité ou ses produits ou les services qu'elle rend, il y a quoi dans le contrat? C'est explicitement demandé? Il y a un contrat où là, oui, bien sûr, c'est un contrat où on a un tweet ou 2 à faire. Et souvent, on a des choses en parallèle. Par exemple, pour le PMU, on avait fait une course de poney. C'était plutôt sympathique avec Julie Ferrier, d'autres actrices, etc. Et voilà, on tweet, on fait une activité, après on la filme, on la tweet. Voilà, c'est une sorte de... c'est une publicité virale. Voilà. Frédéric, c'est négocié par vous? Vous avez un intermédiaire qui s'occupe de négocier votre communication virale sponsorisée? Oui, j'ai un agent spécial pour tout ce qui est Twitter. Voilà. Et cet agent, il s'est mis à Twitter ou alors c'est le même ou c'est un agent différent? C'est votre agent? C'est un agent qui est venu me chercher sur Twitter. Quand il a vu que ça commençait à bouger de mon côté. Donc c'est pas l'agent du cinéma d'une certaine façon. Non, rien à voir. Non. Il a vu que j'avais, en 1 an et demi, j'ai réussi à avoir 30 000 quelques followers. Je ne suis pas non plus assidue dans le sens je ne tweete pas tous les jours. Et je sais qu'il y en a qui ont commencé bien avant, donc qui ont plus de 100 000 followers, comme vous, visiblement. Mais voilà, moi, je ne cherche pas non plus à en faire... voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours rassurant de voir que quelque chose a fonctionné, qu'un tweet a fonctionné. C'est rigolo, je trouve ça... puis ça existe, donc autant l'utiliser. Il y a pas mal de comédiens qui me font « Ah non, mais moi, je ne tweete pas. » Je dis « tant mieux. » Mais bon, je trouve que ça fait partie quand même... c'est important d'avoir des followers pour pouvoir communiquer. Voilà, vous avez une émission, quelque chose. Moi, j'ai un court-métrage qui passait dimanche. Je voulais que les gens le voient. C'était tard dans la nuit. Donc les gens, on va aller voir. Et tout.
ça permet d'avoir une... Et ça permet aussi, quand il y a des journalistes qui disent n'importe quoi, de pouvoir rectifier en disant « je n'ai jamais dit ça ». Ça permet aussi d'avoir une approche directe. Comme Pape François. Exactement, que je follow d'ailleurs. Que vous followez d'ailleurs. Karine Thuil, alors vous êtes dans un temps qui est pas le temps de Twitter, même si vous êtes sur Twitter, mais enfin le temps d'un écrivain, c'est un temps long, c'est un temps qu'on prend, c'est un temps qu'on prend pour soi. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on arrive, on est allé boire un café ensemble, et vous m'avez dit, moi, je n'ai pas peur de vous dire que Twitter a mangé un peu de mon temps de lecture, ce qui pour un écrivain est un truc, c'est un vrai aveu, quoi. C'est un peu comme quand Frédéric nous dit, bah, moi je fais des tweets sponsorisés et qui sont plutôt bien rémunérés. Un écrivain qui dit je suis sur Twitter et ça me bouffe du temps de lecture, c'est nouveau ça. Il faut bien le prendre quelque part, hélas, ce temps. Et c'est vrai que c'est un outil intéressant, notamment de partage, avec notamment ses lecteurs. Donc il y a Twitter, il y a aussi Facebook. Moi, je reçois beaucoup de messages de lecteurs, par exemple. Donc souvent, le soir, je réponds. Et ça prend du temps, c'est vrai. Et c'est forcément, et je le regrette, au détriment du temps de lecture. Alors l'autre option serait de se déconnecter totalement. Mais je pense que là aussi, ce serait une erreur, c'est regrettable parce que Twitter les réseaux sociaux d'une manière générale apportent aussi beaucoup en termes d'échanges, de convivialité, d'information. Moi, j'adore, je suis une passionnée d'information, donc je suis abonnée soit à des comptes politiques, soit à des comptes sur le cinéma ou la littérature, et c'est très, très intéressant, c'est très enrichissant. Je pense que si on sait bien utiliser les réseaux sociaux, c'est aussi un enrichissement culturel. Donc je ne me dis pas je vais prendre mon temps de lecture et je vais perdre au change, parce que je considère que c'est quand même un outil qui peut être, s'il est bien utilisé, un outil enrichissant. Alors Frédéric nous a dit qu'elle avait, c'est ça, 30 000 followers, c'est ça, 30 000 abonnés. Vous en avez 5 000 environ. Qui sont ces 5 000 ? Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous savez à qui vous parlez ? Non, il y a quelques personnes que je connais ou que j'ai appris à connaître via les réseaux sociaux, mais sinon, ce sont des anonymes, parfois qui m'écrivent ou qui réagissent à mes messages, mais je n'en sais pas plus, non. Que pense votre éditeur et ou votre agent littéraire, ou les deux, ou votre attaché de presse de maison d'édition, de votre pratique des réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils y comprennent quelque chose ? Est-ce qu'ils vous encouragent ? Est-ce qu'ils ont peur que vous les court-circuitiez ? Alors c'est une très bonne question, parce que je pense qu'on en parle peu, mais il y a une vraie réticence, voire une hostilité des éditeurs pour Twitter. Et je me souviens d'un de mes éditeurs, de ma maison d'édition, que je ne vais pas citer, qui m'avait dit dans son bureau, je ne comprends pas comment une fille intelligente peut être inscrite sur Twitter. Quelle misogynie. Et oui, non, mais parce que pour beaucoup, Twitter est une perte de temps, c'est un lieu où l'on perd son temps. Les gens qui ne sont pas inscrits pensent cela, vraiment. Ils disent que c'est chronophage, voilà, c'est très négatif. Alors que moi, je l'envisage vraiment comme un lieu, encore une fois, d'échange et de partage de savoir. Il y a des gens absolument passionnants sur Twitter. On a des informations, on est même informé parfois avant les autres. Moi, j'ai par exemple des cérémonies comme les Césars, et je dois même avouer que j'ai appris que je n'avais pas eu le Goncourt sur Twitter avant même que mon éditeur ne m'appelle. Je le savais avant lui, parce que des gens étaient à la sortie de la salle. Donc c'est un outil d'information assez incroyable qui défie, qui est d'une rapidité aussi, avec les effets pervers que ça engendre aussi, parce que la rapidité signifie parfois manque de réflexion quand on écrit ses tweets. Et je pense que la peur des éditeurs ou des intermédiaires, voilà, des intermédiaires vient aussi de là. C'est la peur du dérapage en réalité. C'est pas tellement la peur du temps qui serait volé à l'écriture ou à d'autres activités. Je n'y crois pas, parce qu'on ne fait pas qu'écrire. Mais quel type de dérapage ? Vous m'avez dit que vous avez effacé des tweets, vous ? Que vous vous foutiez de la gueule des écologistes et que vous avez effacé, c'est ça ? Non, mais des fois, quand la polémique... voilà, quand ça sent mauvais, j'enlève, parce que ça ne sert à rien de polémiquer. Moi, je ne vais pas faire de politique, je fais des vannes. Si c'est des vannes qui ne plaisent pas... Vous faites un petit dérapage et vous l'effacez. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme Snapchat, un peu. Hein, c'est un peu ça. Karine Thuil, vous avez des envies de déraper de temps en temps sur Twitter qui pourraient nuire à votre carrière littéraire, ou finalement, ce ne sont que les préjugés de ceux qui ne connaissent pas ? Alors moi, j'évite d'avoir à chaud des réactions sur des questions politiques. Ouais. Parce que par expérience, j'ai vu qu'on pouvait avoir
des réactions en chaîne qui pouvaient être parfois très, très excessives. Et je l'ai vu notamment là récemment avec l'affaire Dieudonné, par exemple. Il m'est arrivé de retweeter Arnaud Klarsfeld. Je peux vous dire que c'est... Ça vous picotait et vous vous êtes dit... Parce que peut-être que 2 heures après, j'aurais pas retweeté. Non, retweeter, ça je l'assume parce que je suis d'accord avec ce que dit une personne et je le retweete. Mais je vois que ça a des conséquences. Par contre, quand on réagit soi-même à des informations politiques, ça a évidemment des conséquences. Que pense l'écrivain que vous êtes et qui en est à son 9e roman? On connaît les avaloirs dans l'édition, qui sont pas, on verse pas des fortunes. Ça vous inspire quoi que voilà, un tweet de Frédéric Bell, ça puisse être sponsorisé et rémunéré parfois plus que la moitié d'un avaloir quand on livre un manuscrit? Vous trouvez ça normal? Vous vous dites dans quel monde on vit? Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, je trouve ça tout à fait normal. Moi, ça me choque absolument pas. Parce que c'est une discussion que j'ai eue récemment avec quelqu'un qui me parlait des salaires des footballeurs. Si une personne rapporte de l'argent, si la marque qui va en gagner, c'est comme les acteurs. Moi, j'ai travaillé pour le cinéma l'année dernière et un jour, je m'offusquais des tarifs demandés par certains acteurs. Et en fait, l'agent, très justement, m'a dit « Oui, mais le film va rapporter... son dernier film a rapporté tant, il n'y a aucune raison que l'acteur lui-même n'ait pas un cachet conséquent. » Donc tous les intermédiaires sont rémunérés. Moi, ça ne me choque absolument pas. Enfin, c'est une pratique courante. Frédéric, je reviens sur ce que disait Karine, sur son entourage littéraire, les gens qui s'occupent de ses relations avec la presse ou de ses relations business to business, puisqu'on est dans le business to business aujourd'hui. Vous, votre entourage à vous, attaché de presse de production des films, etc., est-ce qu'ils ont enfin compris que vous êtes une force pour les produits que vous défendez ou les œuvres que vous défendez? Non, ils sont largués. Pas du tout, ils sont complètement largués. Ils sont dans un rapport où ils font tout le temps la même chose. Ils n'ont pas vraiment vu nos capacités. D'ailleurs, ils ne s'intéressent même pas. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ne sont même pas sur Twitter ou ils ne nous follow pas. Non, mais ça commence. Il y a quand même des marques ou certains producteurs qui commencent à s'intéresser aux comédiens qui ont des followers. Oui. Ça commence. Et puis il y a aussi, on a plein de façons d'avoir une sorte de notes. Par exemple, sur IMDb, j'ai appris que j'étais 22 millième actrice au monde. Je trouve ça très rigolo. IMDb, il faut peut-être préciser ce que c'est et quel classement. International Movie Database. Ouais. Et en fait, je ne sais pas du tout comment ils font. Ils ont un classement des acteurs qui tweetent. Voilà. Non, c'est une présence sur le web. Je ne sais pas exactement comment ils font ça. C'est-à-dire qu'ils évaluent la présence virale des acteurs et des actrices qui sont répertoriés dans leur base. J'ai découvert aussi que Google, par exemple, avait une courbe virale de ta présence sur le net. Oui. Donc voilà, j'ai eu des pics quand mes films marchent, ou par exemple pour l'élection de Hollande, j'ai eu un pic, etc. C'est rigolo. Et j'ai appris qu'il y avait quand même des gens qui s'intéressaient à ça. Mais pour l'instant, l'industrie du cinéma, c'est quand même quelque chose d'assez vieillot finalement. Ils n'ont pas encore compris qu'on pouvait vraiment utiliser les comédiens comme des forces de communication finalement. Enfin, à part la télé. Mais peut-être que les comédiens ont donné l'habitude aux gens du cinéma d'être pris en charge pour certains comme des bébés, quoi. Oui et non, parce qu'il y a une façon de faire la promo typique des années 80 où on arrive sur un plateau en disant ce film, je me suis mis en danger pour ce film, etc. Voilà, c'était l'époque où on arrivait, on avait l'impression qu'on allait nous remettre un César à la fin de chaque interview. Oui. Voilà, maintenant c'est différent. Quand tu arrives sur un plateau, déjà on ne parle pas forcément du film, tu dois faire des vannes, tu dois faire intéresser le public, rebondir à l'émission. Il y a des émissions où ils ne parlent même pas du film. Donc finalement, on devient une sorte d'animal de plateau, on devient une force de promotion, et ça n'a plus rien à voir avec l'ancêtre de la promo, quoi. Karine Thuil, vous m'avez dit aussi en préparant le débat que pour faire du business to business, Twitter était formidable. Vous m'avez dit finalement, j'ai accès à des gens grâce à Twitter qui ont 15 secrétaires et que pour joindre, il m'aurait fallu beaucoup d'efforts pour rentrer en contact avec eux, même vous. Oui, je pense que ça crée des liens et des rencontres formidables, assez étonnantes. Je pourrais même citer quelques exemples. Par exemple, le président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, j'ai connu via Twitter. D'ailleurs, je pensais que ce n'était pas lui au départ, et qui est aussi un grand amoureux de la littérature. Donc et de on a Twitter. échangé, on s'est rencontrés.
Et oui, ça crée du lien en temps normal. J'imagine que ça doit être une personnalité assez difficile à contacter ou à joindre. Il y a une simplicité des rapports humains sur Twitter, très certainement. Je m'en rends compte, que ce soit avec des auteurs, des journalistes, des gens du cinéma. Et ça crée aussi du travail. Enfin, Frédéric en a parlé, mais moi-même, j'ai été contactée par plusieurs producteurs de cinéma via Twitter qui m'ont proposé d'écrire des scénarios, et des grands producteurs. Donc parce qu'il y a beaucoup de gens du milieu du cinéma. Le cinéma est très représenté sur Twitter, beaucoup moins la littérature. Et on m'a proposé d'écrire des scénarios. Après, vous donnez une suite ou pas, mais c'est vrai que c'est un outil intéressant. Stéphane, comment vous expliquez, prenez le micro sinon on ne vous entendra pas. Stéphane, comment vous expliquez que des producteurs aient contacté des écrivains, une comédienne, via Twitter plutôt que de décrocher leur téléphone? C'est un phénomène nouveau ça quand même, c'est incroyable. Oui, je pense juste que c'est un raccourci. Ce sont des nouveaux outils qui permettent aujourd'hui. C'est une nouvelle époque, quoi. On passe à autre chose. C'est-à-dire qu'avant, il fallait effectivement passer par un processus établi avec des assistants. Il fallait laisser son numéro, on allait vous rappeler, etc. L'arrivée des mails a changé aussi considérablement la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se débrouille bien, on peut trouver le mail de n'importe qui pour Continuez Stéphane, c'est pas parce qu'il est en retard qu'on va vous couper la parole. Salut Nikos. Salut Nikos. Viens. Stéphane, continue. Oui, donc voilà, donc le schéma est simple, c'est-à-dire que pour s'adresser à des gens qu'on n'a pas forcément la possibilité d'avoir en direct, pouvoir tweeter un intérêt ou un questionnement à cette personne-là. De fait, quand ça arrive sur Twitter, les gens se sentent la plupart du temps un peu obligés d'y répondre parce que ça peut vite tourner au vinaigre. Alors justement, Frédéric nous a raconté comment ça avait tourné au vinaigre, mais plutôt à son avantage quand elle a posté sur Twitter une photo du bulletin de vote Hollande déposé délicatement sur le haut de ses cuisses. Quels sont les dangers pour une personnalité? Tu vois, tu arrives au moment chaud, hein, Nikos. Quels sont les dangers pour une personnalité de s'avancer sans conseil et sans coach, puisque toi, tu as été coach à la fois dans l'ancienne économie des médias et du spectacle, et tu connais aussi la nouvelle économie du spectacle avec l'arrivée de ces réseaux sociaux. Quels sont les risques pour une personnalité d'aller se griller et se torpiller en avançant toute seule sans conseil sur les réseaux sociaux? Je pense que le risque, il est juste... Il est exactement le même que sur les médias classiques, enfin sur les grands médias. C'est-à-dire qu'un artiste ou une personnalité qui se retrouve en promo ou qui a des choses à dire sur un plateau de télévision, ça peut vite déraper. Il y a tout un tas d'animateurs qui en font qui s'en servent tous les jours. Voilà. Après, utiliser Twitter et les réseaux en général, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut le faire, comme disaient les intervenants tout à l'heure, il faut vraiment relire ses tweets. Il faut faire attention aux conséquences. Il faut faire attention à qui on s'adresse. Moi, je m'occupe d'un certain nombre de personnalités, dont certains qui sont très à gauche. Évidemment, quand ces personnalités s'impliquent ou écrivent des choses un peu limites sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a une levée de bouclier, des gens qui sont contre ou hostiles et qui en profitent justement pour se régaler et balancer tout le fiel dont ils ont, qui leur fait du bien, quoi. Tu disais que tu t'étais occupé en partie, tu avais un peu accompagné, un peu conseillé Antoine Decaune dans ses premiers pas sur Twitter. On a l'impression que maintenant il y nage comme un poisson dans l'eau et que bizarrement, il ne tweete pas Canal+ beaucoup. Il tweete beaucoup Decaune, il déconne pas mal, mais on ne peut pas dire qu'il soit en service commandé de Canal+. Alors Antoine, c'est quelqu'un de particulier, parce que c'est quelqu'un de très brillant. Il a fallu juste lui expliquer les 10 façons, les 10 commandements. Les 10 commandements de Twitter. Voilà. Une fois qu'il a compris ça, sa tête s'est mise en route et très rapidement, il a créé un style. Voilà, c'est une question de ton surtout en fait. C'est Antoine. Nikos en parlera. Lui, il a développé d'autres choses. Mais Antoine, pour le coup, qui est quelqu'un de contenu et qui est quelqu'un qui est apprécié par beaucoup de monde, très rapidement. Il s'est emparé des dépêches de du monde, de Libé, etc. Et systématiquement, moi, je le voyais faire. Moi, je n'étais pas capable de faire ça, quoi.
ça venait comme ça, en 2 minutes, il avait 4 idées, et ça partait vite, et tout de suite, ça touchait les gens, parce que c'était effectivement dans le ton d'Antoine, tel qu'on l'imagine. Enfin, là, il est à nouveau dans la lumière, donc, mais il y a encore 6 mois, enfin 1 an en arrière, il était un peu moins dans la lumière. Au départ, c'était un peu, qu'est-ce que je vais aller faire sur Twitter, et puis finalement, il a pris goût. Et justement, en arrivant, en s'inscrivant avec un ton particulier, avec une façon de tweeter particulière, on parle de Twitter, mais il n'y a pas que Twitter sur les réseaux, mais en ayant ça, tout de suite, tout un tas de gens qui l'aimaient déjà se sont empressés de le suivre, et puis tous les gens qui l'avaient un peu oublié ou qui avaient envie un peu de revenir dans l'époque où ça nous faisait du bien de voir De Caunes, où on était, ça a tout de suite fonctionné, quoi. Voilà, c'est... On y reviendra et on reparlera avec toi, Stéphane, de la désintermédiation, c'est-à-dire de ces professionnels qui peuvent se sentir squeezés autour de l'artiste, de l'auteur, de l'acteur, parce que il a pris en charge une partie de ses relations publiques et de sa communication. Nikos, on est ravi que tu sois arrivé. Je vous prie de m'excuser encore une fois. Non, mais il n'y a aucun souci. On sait que c'est une semaine un peu déterminante pour toi, parce que The Voice commence samedi. Ouais. Donc on est ravi de t'avoir. En plus, The Voice avec de la nouveauté, puisqu'il y a un nouveau coach dans The Voice, c'est Mika. Mika, ouais. Donc, qui est sur Twitter. J'imagine que sur les réseaux sociaux et dans le public de TF1, ils vont être ravis de découvrir Mika dans ses nouvelles fonctions et qui vont peut-être le bisuter sur les réseaux sociaux. Alors, je te mets à jour, Nico, sur ce qui s'est dit avant que tu arrives. On a eu pas mal d'informations et ils y sont allés cash. On est aujourd'hui pour parler business to business. Donc, on ne va pas nécessairement parler des gens qui suivent Twitter parce qu'ils sont fans de Karen Thuil, fans de Nikos ou de Frédéric Bell, mais on va parler des relations entre professionnels et de professionnels du média, du spectacle, de la littérature, avec d'autres professionnels et de l'outil Twitter comme outil de promotion de business. Frédéric Bell, elle a commencé par nous dire qu'elle s'était fait virer de Twitter en commençant ses premiers pas. Elle nous a dit qu'elle avait des tweets qui étaient sponsorisés et bien sponsorisés par certaines marques ou certains opérateurs de téléphonie, ce qui était intéressant. Elle nous a dit que l'industrie du cinéma qu'il employait était un peu larguée par ces nouveaux outils et qu'ils n'avaient pas pris la mesure de l'intérêt qu'ils pouvaient trouver dans la promotion des artistes. Chose confirmée à ma droite par Karine Thuil, qui nous a dit, entre autres, que Twitter lui prenait un peu de temps de lecture, que Twitter lui facilitait le contact avec des gens qui voulaient adapter ses livres, qui ne prenaient même pas le temps de lui téléphoner, mais qui la contactaient directement via les réseaux sociaux, qu'elle avait fait des rencontres qu'elle n'aurait sans doute pas pu faire dans la vie en business to business. Bref, plein de choses très intéressantes. Et puis Stéphane, tu vois, quand il a pris la parole, t'es arrivé. Alors, je t'ai présenté, avant que tu arrives, Nikos, non pas comme, si évidemment, l'animateur de The Voice, les interviews d'Europe 1, etc., mais que sur les réseaux sociaux, on avait découvert un Nikos différent. Et le portrait du Nikos des réseaux sociaux, il a un peu rien à voir avec celui qu'on voit à la télé, mais c'est un ambassadeur de la Grèce. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas en Grèce, on est aux premières loges pour voir la relève de la garde devant le Parlement, et tu as des photos des gars avec leurs pantoufles à pompons incroyables, que tu es le seul à pouvoir prendre parce que tu as les autorisations. Donc, tu es un ambassadeur de la Grèce, et ça, c'est presque du business to business pour la Grèce. Mais ça ne rapporte rien, voilà. C'est juste affectif. Tu es un ambassadeur d'Instagram parce que tu fais des photos et que tu as popularisé un autre média qui n'est pas Twitter, mais qui est Instagram, tu adores, et parce que tu adores la photo et que tu as adoré la photo via Instagram. C'est vrai. Et évidemment, en business to business, tu es une force médiatique très forte sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Pour un employeur qui, il y a 5 ans, ne l'avait pas prévu, c'était TF1. Et c'est ma première question. Je voudrais savoir si aujourd'hui, alors c'est peut-être un peu indiscret ce que je vais te demander, mais quand tu discutes business avec TF1, ton employeur, est-ce que tu as... J'ose pas dire monétiser, mais est-ce que dans la négociation ou dans les discussions de travail, ton activité digitale entre en ligne de compte aujourd'hui avec TF1 ? Par la force des choses, peut-être, parce qu'au départ, quand j'ai commencé à tweeter, un peu par hasard d'ailleurs, d'une manière totalement anecdotique, c'était à l'époque où je faisais le 6-9 à la radio, et Stéphane m'en avait beaucoup parlé, c'est un copain de 20 ans, Stéphane. Je me suis rendu compte en apprenti sorcier qu'il y avait un lien qui sortait du cadre de ce que vous pouvez connaître de moi et ce que je crois savoir de vous. C'est-à-dire que d'office, quand tu es un personnage public, tu es catalogué, tu es dans des magazines. Je ne parle même pas de l'image, je parle juste de ton statut et de la distance que tu as avec les gens. Donc le lien n'existait pas. Et c'est la première fois que vous pouviez me poser des questions, ne pas être d'accord ou être d'accord, me dire des choses gentilles ou moins gentilles. Et c'était la première fois, finalement, où je pouvais avoir la parole et vous répondre.
tout simplement, et non pas de répondre à un article de presse qui t'a allumé ou qui a été pas très gentil avec toi, etc. Donc ça a créé un autre lien, une autre dimension. Donc quand j'en parlais au départ à TF1 ou ailleurs, ils se foutaient un peu de ma gueule, quoi, tous. Mais ouais, c'est quoi ce gadget? Et puis on s'est rendu compte, à la fois au sein de l'institution télévisuelle, mais aussi autour des productions, que c'était plus qu'un gadget, mais c'était un passage obligatoire. Vous parliez tout à l'heure très, très justement on va dire, du raccourci qu'on peut avoir avec un certain nombre d'intervenants, de professionnels. Moi, c'est pour moi quelque chose de quotidien. Et ça n'est pas lié uniquement au végétariat. Effectivement, je peux écrire à Will.i.am en DM sans pour autant que ce soit quelque chose d'excluant. Et il répond à d'autres aussi. Je peux lui poser une question technique avant les Energy Music Awards, par exemple, 3 jours avant, lui demandant qu'est-ce que tu veux comme chorégraphie, et il me répond directement via Twitter. Il aurait été impossible de faire la même chose par téléphone en passant par l'attaché de presse de la maison de disques ou même en laissant un message où son téléphone explose. Comment t'expliques ça quand même, que ce soit moins invasif et que ce soit une solution de communication interpersonnelle intermédiaire, spécifique entre le coup de téléphone, le SMS, le mail, la délégation à... C'est plus intime. C'est bizarre quand même. Il y a une intimité qu'on a à travers un réseau social tel que Twitter qu'on n'a pas nécessairement avec le SMS. Parce que c'est une démarche aussi. C'est une démarche, c'est un timing, c'est une façon d'aller chercher l'autre. On parlait d'écrivains, et c'est Eliette Abécassis hier qui m'envoie par DM la photo d'un gamin dans la rue, un bébé, vraisemblablement par la communauté du voyage, qui a été abandonné. Et la mère m'en dit, elle me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Si je le poste, on parlait tout à l'heure d'Antoine Decaune, qui est un vieux copain. Et si je le poste, c'est dangereux. Parce que vous attendez quoi de moi en termes pas grand-chose, ou peut-être vous croyez savoir que voilà, il parle de people, de photos, etc., de The Voice, etc. Si je commence à jouer là-dessus, sur cette corde... Combien tu as de followers? Un peu plus de 500 000, je crois. Ça devient un truc gros, quoi. Oui, ça pèse. Tu peux plus tweeter comme on pète, quoi. Je veux dire, tu es obligé de faire gaffe. Et je ne suis pas pétomane. En plus, il n'est pas pétomane. Non, mais c'est-à-dire que si j'envoie cette photo, tout de suite, la réaction, c'est « Ouais, des magots, tu prends en photo. » Quand bien même la cause est noble. C'est exactement le même système que les humoristes. Est-ce qu'on peut rire de tout? On connaît le débat, oui, mais pas avec n'importe qui. Est-ce qu'on est habilité à faire rire les gens? Est-ce qu'on est habilité, par extension, à parler de tout sur Twitter? Quand on est un personnage public, quand on n'est pas public, on peut dire ce qu'on veut, mais quand effectivement, on a des comptes à rendre, non pas direct, mais d'une façon éthique, je ne peux pas parler de tout. Moi, je voudrais bien faire des effets de style et commenter. Regardez le nombre de politiques qui se sont plantés au départ, qui commençaient à faire des petites phrases. Tu ne peux pas parler de tout parce que tu as la pression de ton employeur et qu'aujourd'hui, ta vie, elle est un peu tributaire de ce programme géant, monstrueux et formidable pour TF1. Je suis très exposé. Et tu n'as pas complètement répondu à ma question de départ. C'est si est-ce que TF1, dans la façon dont elle t'embauche et elle te donne des consignes parce que tu es son collaborateur, pas directement. Ils ne te disent pas il faudra que tu tweets, il faudra que tu fasses ci, on ne me l'a jamais dit. On me l'a jamais demandé directement, mais c'est comme je tweete de toute manière, ça fait partie. C'est tout bénef pour eux quand même. Voilà. Oui, mais j'ai pas signé mon contrat quand je suis arrivé en 2000 en pensant que Twitter allait être inventé. Je vais te dire, il va falloir le réactualiser, c'est ça? Non, mais réactualise parce que Frédéric Bell, je peux te dire qu'elle a tout compris et que si elle était dans ta position, elle ferait payer cher le tweet, Frédéric. Ah bah si. Après, c'est une commande, c'est un partenariat. Voilà, on peut discuter. Il faudrait que je mette une feuille d'Adam pour voir si ça fait monter le prix. Mais une chose est sûre, ça a changé ma vie, ça a changé ma relation. Et est-ce que c'est pareil, les 500 000 followers qui font la différence? Vous savez très bien qu'il y en a plein qui bidonnent. Vous savez tous pertinemment ici qu'on peut acheter, gonfler son compte et faire... Ah, oui, sauf que quand vous tweetez quelque chose et les faux followers ne suivent pas. Oui, il n'y a pas de résonance autour, il n'y a pas de retweet. Et ça et ça se voit quand même. Voilà, ça se voit. Mais vous savez pertinemment qu'aux États-Unis, et tu en parles très justement, quand tu es une vedette comme Lady Gaga ou Katy Perry, que j'ai eu il n'y a pas longtemps sur un show, qui pèse 47 millions de followers, ça fait partie du contrat pub quand elle signe ou quand elle est démarchée par une marque. Le tweet fait partie explicitement du deal de l'image qu'elle prête, mais aussi du tweet qu'elle enverra. Donc est-ce que c'est utile? Je n'en sais rien. Est-ce que le buzz c'est utile? Je n'en sais rien. Je crois que c'est surtout
la résonance de la sincérité dans ta démarche. Je veux dire, on aime, on n'aime pas, on peut ne pas t'aimer, mais on peut aussi te découvrir, et tu peux découvrir aussi. Alors moi j'ai une question à Stéphane, pardon Frédéric. Stéphane, les marques ont des community managers, c'est-à-dire qu'on voit bien un paquet de bonbons à un community manager, une marque à un community manager, une émission à un community manager. Est-ce que les personnalités doivent avoir un community manager et est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'on peut déléguer la fonction du tweet, comme d'ailleurs le font certains politiques, à un assistant parlementaire ou à un collaborateur, ou est-ce que ça doit être une fonction qui est consubstantielle, ça doit être votre signature, quoi. On ne peut pas déléguer. En fait, c'est exactement la raison pour laquelle je suis là. C'est-à-dire que je pense que les artistes et les personnalités ne doivent pas déléguer ça à quelqu'un. Ça reste, même si c'est abstrait, ça reste quelque chose d'humain. Et les gens ne sont pas dupes. Si quelqu'un s'occupait d'envoyer des tweets à la place de Nikos, déjà, il faut qu'il aille chercher l'information pour savoir ce qui a été fait de son compte. Et en plus de ça, il n'est pas certain d'être en accord avec le tweet qui a été Pardon, posé. c'est 5 € le retweet, je le dis, si vous voulez que je vois. En toute amitié, hein, sinon il n'y a pas de... 5 €, c'est pas cher payé. C'est pas cher Bah payé. oui, on est combien là, 600, 300? Donc voilà, donc moi mon rôle, enfin tel que je l'imagine, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est-à-dire que la plupart de ces personnalités ou ces chanteurs sont un peu inquiets à l'idée de se mettre face à Twitter et de commencer à envoyer des informations. Ils ne savent pas ce qu'il faut envoyer, ils ne savent pas s'il faut mettre du perso, pas du perso, s'il faut faire de la promo, pas de la promo. Je pense que le bon ton est vraiment de travailler en accompagnement pendant quelques temps. Là, je parlais d'Antoine tout à l'heure, qui lui a été extrêmement rapide, mais il y a beaucoup d'autres personnalités qui ont du mal à intégrer le fonctionnement de l'outil, ont du mal à intégrer comment ça fonctionne après concrètement, quelles sont les conséquences d'un tweet ou de tweet. Après, une fois que ces gens-là, que ces personnalités savent utiliser les outils, après, ils n'ont plus besoin de moi, quoi. Voilà. Enfin, moi, je considère que mon rôle est vraiment de rester derrière et de Nikos. Non, ce qui est très intéressant, c'est on ne peut pas tout voir. On sait très bien que c'est aussi un sondage permanent Twitter. Ce qui est intéressant, c'est de voir les mots-clés, par exemple. Les mots-clés, tu as des mots-clés que tu peux acheter, c'est ça, de la pub, tu vois que c'est un tweet. Mais les hashtags sont super intéressants. Et samedi, le mot-clé, ça va être The Voice. Bien sûr, et effectivement, il va commencer à tourner dès le matin. Mais ce qui est intéressant pendant l'émission, c'est que de toute manière, la façon dont on regarde la télévision aujourd'hui, pour vous, a certainement changé. Je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en train de la commenter sur une tablette ou votre téléphone portable. C'est ce que je fais aussi en direct. C'est de la télé augmentée. Enfin, on augmente nous-mêmes la Il y télévision. a une transversalité entre les supports, en fait, qui est super importante et qui te donne non pas l'illusion que l'on se rapproche, mais un lien direct. Moi, pendant l'émission, je tweete. Une fois, j'ai tellement tweeté, je me souviens, il y a pas longtemps. Les gens vont croire que tu t'emmerdes, hein, fais gaffe. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un peu schizophrénique. C'est que j'ai mon téléphone là, après j'ai le micro, j'ai le téléphone, et un jour je me plante, j'arrive sur le plateau, c'est juste avant la pub, et je sors l'iPhone. Ça s'est pas vu parce que le plan était large, et je le planque vite, et je prends un micro à la con qui était bas, je fais, il marche pas ce micro. Voilà, c'est parce que là, pour le coup, ça peut être une faute professionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il y a un gamin qui chante, un talent qui chante, ou un artiste qui dit quelque chose, pendant sa prestation, moi je suis dans un coin derrière le plateau et je me fais ravaler et je regarde le téléphone et je vois les commentaires. Et en fait, le ressenti que nous avons, alors que nous faisons l'émission, n'a absolument rien à voir avec ce que ressentent les gens. Ça remet en cause le feu sacré un petit peu de la persona TV qui arrivait et qui disait « je vous propose » et c'est tout. Non, je vous propose et c'est vous qui décidez de toute manière, mais maintenant je le sais et je le vois. Avant, il y avait le courrier des téléspectateurs, 3 mails avec sur le 1 compliment 10 qui n'aimait pas du tout. Là, je vois les réactions en direct. Du coup, ça peut me donner des idées. Du coup, je peux éviter, s'il y a un truc qui est flagrant, je peux essayer de le gommer, etc. Donc le Twitter, enfin, le réseau social, a influencé aussi l'éditorial, d'une façon ou d'une autre. Alors nous, on fait du divertissement. C'est pas très grave dans l'absolu. Mais quand on fait de l'info, vous imaginez demain à 20h avec des réactions en direct de gens, des mots-clés et peut-être des
des managers ou des lobbyistes Ils derrière. demanderont à ce qu'on avance le sujet sur le foot et qu'on recule le sujet sur l'économie. Mais c'est quasiment ça. C'est ce que je vis aujourd'hui quand je suis en direct et sur les Energy Music Awards, par exemple. C'est le dernier exemple en date où il y a eu, je crois, près de 4 millions de tweets. Je n'ai pas les chiffres en tête exacts. 4 millions de tweets, c'est beaucoup pour un programme télé. 4 millions de personnes qui prennent le temps d'écrire et de commenter sur leur téléphone. C'est presque les 6 millions qui l'ont regardé ou les 5 millions qui l'ont regardé. Est-ce que le lendemain des émissions, on va évidemment à l'audimat comme toujours en télévision, est-ce que le lendemain des émissions, on va au tweetomat est-ce que TF1 dit putain Nikos hier ça a tweeté, ça a beaucoup réagi, en parle, etc. On en parle. Alors généralement quand tu as fait une bonne audience, ça passe après. Quand tu as fait une audience sympa, moyenne ou qui passe bien, tu sors les tweets en avant. Tu vois, voilà, en général. Vous avez vu les jeunes là. L'audience est en baisse, mais les tétés sont en hausse. Voilà. Mais bon, c'est en train de se démocratiser. Ça fait partie de. Je pense qu'à terme, la plaquette que j'ai en loose day dans mon on va dire le téléphone que j'ai en loose day dans ma poche pendant l'animation sera sur l'écran. C'est-à-dire qu'en direct, voilà, bonjour à tous, tiens, et bonjour à Moumoud72 qui nous regarde depuis. Et puis ça dépasse aussi la France. Il ne faut pas l'oublier, ça. Je veux dire, une chaîne comme TF1 et comme la plupart des chaînes hertziennes ici sont diffusées partout dans l'Europe francophone. Et ça, on l'oublie. Je pense que Twitter, c'est un outil formidable aussi pour abolir les frontières. Alors moi, je voudrais vous parler de ma fille. Exceptionnellement, ma fille, elle est Belieber. Ma fille est Belieber. C'est une Belieber. Ouais. Belieber, bah oui, fan de Justin Bieber. Exactement. C'est pas une Directioner, une fan non, de elle n'est pas One Directioner, ouais. Elle est Belieber. Les One Directioner, ils sont straight, et les Belieber, ils sont bi. C'est vraiment deux trucs spéciaux. Ouais, spéciaux. Alors, je voulais demander à Jacques ce que ces phénomènes de stars, de Stéphane, pardon. Jacques, ça va bien, Jacques aussi. Pourquoi je l'appelle Je sais pas pourquoi, Jacques, ça le fait. À Stéphane, pourquoi de nous décrypter ces phénomènes de tweet aux stars qui trimballent des followers, cette fois-ci par millions. C'est-à-dire que Justin Bieber, c'est 100 fois Nikos, quoi. Plus que ça. Il a 40 millions ou 50 millions de followers sur Twitter. Mais ça n'intéresse même plus de faire de la promo, puisqu'il suffit qu'il poste, tout le monde le sait. Ça ne sert à rien d'aller sur les chaînes de télé. Incroyable. Ouais. Quel est le business, le modèle économique d'une star qui chante? Et le Justin Bieber chante, mais on ne peut pas dire c'est pas Barbara, quoi. Hein. Pas encore. Et pourtant, voilà, il a plein de fans. Alors on ne va pas s'intéresser à son talent, on va s'intéresser à ce qu'il pèse sur Twitter. Qu'est-ce que ça modifie dans le modèle économique de l'artiste aujourd'hui? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit réellement une modification du business de l'artiste aujourd'hui. Je pense que c'est une continuité. C'est-à-dire que l'artiste, quand il a de la promo à faire, quand il a des produits à vendre, quand il a des choses à dire, il va dans les grands médias, quoi qu'il arrive, si tant est qu'il ait la possibilité d'y avoir accès. Et par contre, les réseaux sociaux, et notamment Twitter, est juste une continuité de ce qu'il a à dire. Là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas imaginer que les réseaux sociaux ne sont là que pour mettre en place de la promotion. C'est un truc assez délicat. C'est-à-dire que si je ne sais quel artiste s'amuse systématiquement, dès qu'il a une actualité, fournit énormément et met beaucoup de tweets, celui qui va recevoir les tweets, à un moment donné, il va avoir le sentiment d'être pris pour un peu un andouille. Et comme c'est lui qui choisit d'être là ou pas, il va probablement... C'est du public reportage quand c'est plus éditorial, en fait. C'est ça. Quand tu n'as pas de contenu et c'est juste de la promo. Absolument. C'est-à-dire que des follow. Je crois qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'un artiste qui parle de son actualité, de ce qu'il est en train de faire, bon, l'outil le permet, il a des gens qui l'apprécient, donc les gens vont prendre l'information et éventuellement la partager. Après, ce qui intéresse les gens, c'est pas juste la promo de l'artiste. Ce qui les intéresse, c'est d'être la petite souris. Ce qui fait le succès, enfin un des succès des tweets de Nikos, c'est aussi qu'il est en live et qui permet aux gens, pour ceux qui le suivent, de voir ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que la photo de Nikos qui est en direct avec je ne sais plus quel artiste et qui fait avec will.i.am ou je ne sais plus qui, et que tu prends et que tu mets immédiatement sur la toile, mais les gens, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, les gens sont extrêmement contents et touchés de faire partie un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est, pardon de t'interrompre, Steph, c'est effectivement d'envoyer le rêve, le business, le chanteur, etc. Et puis le lendemain, d'être à Athènes avec une vieille qui a plus d'âge, qui a un siècle et qui te fait un petit café et tu la prends en photo.
C'est ça qui est intéressant, c'est cette complémentarité qui est intéressante. Parce que si tu es juste monomaniaque et tu es juste dans la promo avec tes dents blanches en train de faire l'animateur à 2 balles, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la complexité, la mise en perspective et montrer que c'est du 360 une personnalité. Ce n'est pas que ça. Et ça m'excite beaucoup. Et tout à l'heure, pardon, excuse-moi, tout à l'heure sur le big data, on parlait de la capacité. Pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Trop tard. Excusez-moi. Jacques, parlons-en. Je m'en mêle, je ne dis pas. Non. Nikos parlait de la possibilité de tweeter la veille pour être avec une vieille dame en Grèce et de la prendre en photo et d'être dans 2 endroits à la fois. Oui, c'est ça. Tout à l'heure sur le big data, on parlait de créativité, parce que j'en ai entendu, ce que j'en ai compris. Là, on est typiquement aussi dans un besoin d'aller chercher des choses un peu différentes. C'est-à-dire que l'artiste, il a beau être l'artiste, il a beau avoir des tas de fans ou des tas de gens qui l'apprécient, il faut qu'il amène du contenu. Voilà. Et le contenu, c'est pas forcément tourné en 12 caméras. Karine. Moi, je voulais juste te dire qu'il me semblait que Twitter, en fait, révélait les personnalités des gens énormément. Et ça trahit beaucoup Twitter, parce qu'on doit parler de soi ou d'événements qui nous intéressent en 140 signes. Donc, cette dur. concision trahit quelque chose. Et effectivement, beaucoup d'artistes utilisent Twitter comme un outil de promotion et retweetent en permanence des articles élogieux qui les concernent, des actualités. Et ça, c'est troublant, c'est très choquant. C'est vrai qu'il y a une difficulté, à parler soi-même de son propre talent. Voilà, il y a un narcissisme. C'est dur. C'est dur de parler. On est tous ça tombés peut dedans. exacerber le narcissisme, y compris à travers l'utilisation de certaines photos. Certains artistes postent des photos d'eux en permanence. Et ça peut être un danger sur justement la perception qu'on peut avoir d'un artiste aussi. Je pense que ça, je vous propose une petite récréation. Parce que nous, les journalistes, c'est pareil. Grâce aux réseaux sociaux, on ne fout plus rien. Enfin, je plaisante, mais on pose une question et puis les gens répondent en collaboratif. On appelle ça l'intelligence collective. Et moi, je fais des petits sondages de temps en temps grâce à Twitter et grâce au volume de followers que j'ai. Et je voulais vous dire, avant qu'on continue la discussion, j'avais posé cette question. Pourquoi des gens qui ont accès aux médias sont allés chercher autre chose sur Twitter? J'ai posé la question et j'ai eu des réponses en vrac qui peuvent être à la fois très fines, très drôles, très intelligentes, ou parfois pas très tendres avec les gens qui sont exposés. Donc j'ai demandé donc ça, et puis j'ai publié ça sur mon blog. Je vous lis quelques réponses. Pourquoi vont-ils sur Twitter, tous ces people, ces acteurs, ces écrivains, ces personnalités, ces journalistes connus, etc. Isabelle, elle dit parce que beaucoup n'existent que dans le regard de l'autre. Virginie, pour éviter de passer par un service de presse et majoritairement pour donner l'illusion d'un contact plus réel avec leur public. Ils ne sont pas tendres. Simone, pour se donner le sentiment d'exister dans un milieu artificiel, surtout dans le show business. Arwa dit ils y vont pour pécho. Véronique, parce que dans leur quotidien, ils sont seuls. Christophe, pour la com, tiens, et par peur de tomber dans l'oubli. Après, je pense que beaucoup de leurs messages ne viennent pas d'elles, mais de leur service de com ou attaché de presse. Donc il y a un décalage quand même entre l'analyse qui est faite et puis celle qu'on en fait aujourd'hui. Anne dit que c'est pour ne pas passer à la trappe. Jérémy, Machiavel plaçait la présence et la disponibilité comme 2 facteurs centraux du pouvoir. Si on extrapole ce principe dans le champ du marketing, un début de réponse peut apparaître. Thierry, mesure de popularité et suivisme. Stéphane, dans l'espoir de voir leur tweet repris sur morandini.com. Emery, alors ça c'est une chose dont on n'a pas parlé. Emery, il dit Johnny, depuis qu'il tweet, a moins de paparazzi devant chez lui. Très intéressant. Olivier, la recherche à tout prix de l'audimat. Nicolas, parce qu'elles ont le temps. Jean-Michel, même principe que les entreprises. Comme les concurrents sont présents sur les réseaux sociaux, il faut au minimum faire pareil et ensuite essayer de faire mieux. Alexandre, parce qu'il le voit comme une sorte de mini-communiqué de presse et à chaque fois, et cela leur permet d'occuper l'espace médiatique. Méga connard pour exister, pour profiter du feedback instantané sur leur existence, pour s'entendre dire qu'on les aime. Isa, pour se sentir comme tout le monde. Laurent, parce que l'audience de la télévision migre vers les réseaux sociaux, la mutation est en route. Il y a beaucoup de réponses et avec toutes ces réponses qu'on attrape sur les réseaux sociaux, on a une espèce de synthèse et de mix de tout ce qui s'est dit là. Est-ce qu'un de ces commentaires faits par des gens qui sont peut-être dans la salle et qui ont contribué... Méga Connard est-il là ou pas? Méga Connard est très actif sur les réseaux sociaux. Oui, très actif. Il s'est fait excuser. Il est là. Mais il a un blog qui est très, très suivi. Ouais. Est-ce que vous voulez réagir à tout ce qui s'est dit? Oui, il y a à boire et à manger. De toute manière, Ouais. quand tu ne donnes pas
On dit, t'as vu, il donne pas. Quand tu donnes, ouais, mais pourquoi il donne? Il y a toujours une suspicion, de toute manière, quand t'es... Mais moi, vous savez, il n'y a pas tellement de grandes différences dans la démarche narcissique ou égocentrique de Twitter, que l'on soit connu ou pas connu. Je peux vous citer, je peux aller directement là sur mon téléphone et vous trouvez 40 personnes qui ne sont pas des personnages publics et qui se mettent plus en exposition, en selfie permanent dans leur baignoire, en slip, avec ce que vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, il y a un bouquin qui a été terrible, qui a été écrit il y a quelques semaines, qui a été publié il y a quelques semaines, qui est signé Carlo Stranger. Tu sais, c'est le fameux bouquin qui dit la peur de l'insignifiance nous rend tel fou, ou c'est une question, une affirmation, peu importe. Je crois que c'est ça aussi, la démarche des réseaux sociaux. Est-ce que si on n'est pas dedans, on vaut rien? Est-ce qu'on n'est pas dans le coup? Est-ce qu'il y a des vraies questions à se poser? Mais si on met de côté la part narcissique de chacun de nous, qu'on soit connu ou pas connu, moi, ce qui m'excite le plus, c'est la simultanéité du partage en temps réel. Une photo que je peux prendre, j'ai un exemple, je sais pas, d'un vendeur de billets de loterie à Athènes avant les fêtes, ou hier soir à la fin d'une interview avec Boy George, qui fait le tour du monde en quelques secondes, parce qu'on parle du tour du monde, qu'un gars à Pékin peut voir sans me connaître, sans savoir qui je suis, il voit juste la photo. Eh bien ça, c'est très excitant et c'est très grisant. Est-ce que, on va se séparer peut-être sur cette question. Il y a eu un papier dans Le Monde il y a 15 jours qui disait les réseaux sociaux sont en train de modifier l'information en continu. J'ai envie d'adapter cette question, enfin d'adapter le sujet en posant cette question. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas en train de transformer le show? Est-ce qu'on ne va pas assister à un show en continu, de la même façon qu'on a l'information en continu, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de lever de rideau et de baisser de rideau. On aura making of, coulisses, show, après show, etc., etc. Ce sera un peu la conclusion de la fin. Allez, Stéphane, tu nous dis pour ton point de vue là-dessus. Oui, je suis assez d'accord. Enfin, je pense que c'est un complément à ce qu'on a l'habitude de recevoir. C'est divertissant. C'est comment dire, ça permet effectivement au lambda, dont je fais partie, d'avoir accès à des choses auxquelles je n'aurais pas forcément accès habituellement. Ça remet un peu tout le monde au même niveau. Ça peut faire dégonfler un peu la tête de certains. Ça peut, voilà, je sais pas. Je sais pas. Karine, c'est une question très importante pour l'auteur. On connaît des auteurs, par exemple Tatiana de René, qui a été inspirée dans son dernier livre. Beaucoup. Pardon ? Tweet beaucoup. Elle tweet beaucoup, mais justement, Oui, dans son dernier livre, son personnage est un écrivain aussi, qui a connu le succès très tôt et qui est grisé par les réseaux sociaux. Et au lieu d'écrire et de revenir à son intériorité, il se laisse aller à sa tentation des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Et il perd le sens commun et le sens de sa vie et de son inspiration. Il ne faut pas qu'il y ait un show permanent. Pour un écrivain, c'est très important de se fermer à un moment donné. Totalement. Enfin, moi, je l'utilise de temps en temps, mais quand je suis vraiment en phase d'écriture, je me déconnecte justement pour ne pas être perturbé, parasité aussi, parce que on choisit quand même d'être écrivain par goût de la solitude, et ça crée du lien en Twitter. Et ça crée aussi, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais pour moi, c'est très important, ça crée de l'agressivité. Moi, je sais notamment un ami qui est écrivain, Yann Moix, qui s'est déconnecté parce qu'il recevait des messages d'insultes en continu à chaque fois qu'il postait un tweet. Et comme c'est anonyme, enfin, les gens se cachent derrière même des noms d'emprunt, vous avez des torrents de haine qui sont déversés. Mais c'est intéressant aussi de savoir que... Pardon de t'interrompre, Karine, mais c'est intéressant aussi de savoir que l'être humain est comme ça. Que quoi que tu dises, par principe, violent, il va te chier dessus par principe. Oui. Non mais pardon, par principe. Ça en dit long, donc ça devrait même plutôt nous rendre plus heureux de dire bah, ok, bah, c'est le mec qui est pas bien, c'est son problème, c'est pas le mien. Il faut pas que le problème devienne nos problèmes sur Twitter. Sans doute, mais après, je pense qu'il y a aussi des effets très pervers, et on l'a vu par exemple dans l'affaire Dieudonné, où les réseaux sociaux ont repris en boucle, et il y a eu des paroles antisémites qui se sont totalement lâchées. Hein. Il y a une dérive de la parole. J'ai un sale grec par jour, hein, je peux... Voilà. C'est pas pour autant que je... Oui, mais c'est violent. Enfin, moi, j'ai des amis qui ont reçu ce genre de message et m'ont dit à quel point c'était déstabilisant et violent de recevoir ça. Si t'es pas habitué, ça peut l'être, pardon, mais moi, ça me rend plus fort. Quand un type me traite de sale grec dès le matin, tu te dis, mais hey. Et puis, peut-être qu'on est habitué aussi, parce qu'on est dans une sémiologie, on est dans une démarche sémantique quand tu es exposé et que tu es sur une chaîne populaire, et depuis maintenant 12 ans,
Quand je suis arrivé à TF1, avant j'avais 15 ans de journaliste pur et dur, etc. Et du jour au lendemain, j'arrive, je dis tapez un. Et les mêmes qui te disaient c'est génial, les mêmes le lendemain te tuaient, te massacraient. Donc, si vous voulez, nous on a été un peu plus habitués. T'es pas dans un cocon protecteur où tu te racontes tes trucs, etc. Donc tu appartiens à la rue, tu appartiens à l'arène. Greg, puisque j'ai dit Greg. Ouais. C'est marrant, j'ai fait. Attention à ce que tu dis. Pas, Greg. En fait, c'est Grégory, c'est Grégory. Non, pardon, Hélène. Puisque tu as la parole, est-ce que répondre à la question, est-ce que ça va être chaud en continu comme il y avait Info en continu? Je le pense. Chaud en continu. Je pense qu'à terme, après, il va falloir faire des choix. Celui qui s'en sortira sur Twitter ou ailleurs, c'est celui qui aura suffisamment de background pour ne pas être pris par le flot de la rivière. Évidemment, ça va être ça en permanence. Même ceux qui étaient les plus suspicieux, et notamment les institutions politiques ou les grosses boîtes de business, encore les chaînes de télévision aussi, qui avaient beaucoup d'ironie et de prudence, aujourd'hui, dans leur com, tout le monde dit « mais sur Twitter, sur les réseaux sociaux », parce que c'est devenu une valeur marchande. Voilà, je pense qu'on sera de plus en plus amené à jouer avec ça. Frédéric, est-ce qu'on peut imaginer, on avait commencé avec ça, est-ce qu'on peut imaginer que vous vous refassiez virer de Twitter à la prochaine élection présidentielle? J'espère bien. Voilà. Mais en fait, moi, j'utilise aussi Twitter de façon poétique. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent me demander ce que je pense de Dieudonné, etc., parce que moi-même, j'ai fait un show où j'ai insulté un petit peu les gens, où j'ai massacré un peu les stars. Voilà, je réponds, j'envoie un chat qui fait une quenelle. Et en gros, voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut lui couper la tête aussi? Et voilà, j'essaie aussi d'utiliser, mettre un peu de poésie dans ce monde cruel. Et puis de temps en temps aussi de tweeter des choses qui me tiennent à cœur, notamment la montée de la misogynie dans notre pays, et puis ailleurs aussi, et les combats des femmes. C'est-à-dire que de temps en temps, pour 4-5 vannes, je vais mettre un sujet politique qui m'intéresse pour capter l'attention. Et voilà, en fait, ça fonctionne un peu comme un journal intime. Je trouve que c'est généreux de le faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est narcissique, mais c'est aussi généreux parce qu'on est là aussi pour informer les gens sur les choses qui nous choquent. Il faut qu'on reste les yeux ouverts. Voilà. Eh bien, on va se quitter. On va se quitter sur cette générosité. Je remercie nos invités et les organisateurs d'avoir réuni ce beau plateau. Merci à vous de nous avoir Stéphane Cosnefroy, Karine Thuil, Frédéric Bell et Nikos Aliagas. Merci beaucoup. Je crois que les débats reprennent à 14h. Merci à vous tous pour votre écoute. À 14h, rendez-vous ici pour la prochaine table ronde. Salut. Merci David.